Alors, Jeanne Ayache, tu étais chercheuse au CNRS en physique, toujours intéressée par le microscopique, l'infiniment petit. Puis tu t'es tournée vers la biologie et voir le vivant au niveau microscopique, c'est difficile, c'est vrai, a bouleversé ta vision de la vie. Et tu as donc décidé d'expérimenter sur ton propre corps pour comprendre au mieux le fonctionnement cellulaire. Puisque c'est de ça dont il s'agit, la structure de la matière, là où réside l'énergie et la force de vie. C'est de tout ça dont tu vas nous parler, chère Jeanne, et je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire, et même que tu es bavarde, j'ai l'impression, mais c'est génial, ça va être pour notre plus grand plaisir. Merci Jeanne. Merci beaucoup Annelise, merci. Je voudrais remercier Gilles et Rose pour l'invitation à ce forum que j'ai découvert l'année dernière où j'ai pas pu venir et où j'avais envie de venir. Je me suis dit, les médecines de l'âme, il faut que j'y sois un de ces jours parce que bon, je m'occupe de ça et je me suis occupée de ça déjà pour moi. Je voudrais remercier aussi Anne-Lise de la librairie, la Chrysalide, qui est magnifique parce qu'elle est allée chercher des gens qui vont être très très bien. Et je suis heureuse. Les synchronicités ont fait que elle a entendu parler de mon livre, elle a eu des informations, puis paf, elle m'a demandé et j'ai dit oui tout de suite parce que là, je me suis dit, c'est un cadeau du ciel parce que je fais des conférences depuis des années. Depuis que je suis au CNRS, dès que j'ai appris des choses en physique des matériaux, eh bien, dès que j'ai pu apprendre et que je pouvais faire le pas sur le vivant, je le faisais. Donc, j'ai fait des conférences très tôt pour apprendre ce que j'ai appris dans la matière et comment on pouvait utiliser cette information pour le vivant. Mais avant de continuer, je vais vous proposer une petite chose. On va faire un tout petit nettoyage énergétique pour que vous soyez un petit peu présent à vous toutes. Alors, vous allez vous lever. Vous m'entendez comme ça ? Alors, vous m'entendez ? Bon. Vous allez frotter vos mains, d'accord ? Et vous allez passer vos mains sur votre visage. Une douce caresse, une présence. Voilà. Et vous allez jusqu'au-dessus de votre tête. Vous vous décoiffez, mais tant pis, hein. Moi aussi. Voilà. Vous descendez jusqu'à la nuque. Voilà. Et encore une fois, si vous avez des frissons, ils doivent disparaître. Voilà. Et puis maintenant, on va faire un petit... vous allez enlever comme ça, vous savez. On est vibratoire. Tout ce qu'on a appris, tout ce qui nous colle à la peau, c'est bien. Mais c'est bien d'être toute seule à la maison. Chez soi. Ça, c'est vachement important. Et alors, on peut faire ça pour activer notre thymus. On dit bonjour à nos organes. Ils sont super contents, vous savez. Ils travaillent pour nous sans qu'on le sache. Nos reins. Vous descendez le long le bas, comme vous pouvez, vous pouvez. L'intention suffit, ok. Voilà, et vous remontez. Vous remontez. Allez, encore une fois. En commençant par le dos. Voilà. Et là, maintenant, vous allez visualiser votre coque énergétique. Vous respirez et vous la lissez. Vous enlevez tout ce qui n'est pas à vous. Vous la lissez jusqu'en bas, comme vous pouvez. Ça suffit. Et puis, vous pouvez faire ça. Vous tournez un petit peu et la lisser de ce côté-là. Voilà, soufflez bien en même temps. Je respire la vie et tout ce qui n'est pas moi, ouf. Voilà, comme ça, devant, derrière. C'est un bel exercice qu'on peut faire le matin avant de sortir. Et ensuite, quand on a fait ça, on recommence. Et là, vous allez sentir, visualiser votre champ qui est tout autour de vous.
Et vous allez vous aligner, vous ramener votre champ par rapport à votre verticalité. Voilà. Vous re-respirez tranquillement. Et vous vous ancrez, vous vous ancrez, vous vous ancrez, vous vous ancrez. Vos racines vont très loin dans la terre et on est tous connectés. Nos racines du ciel sont reliées. Nous sommes un, tous ensemble. Et une bonne respiration. Et là, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes chacun chez vous. Et Dieu pour tous. Bon, du coup, j'ai plus besoin du micro de le tenir. Ça me plaît bien parce que je parle avec les mains. Alors, pour vous expliquer, je ne sais pas par où commencer. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais il ne faut pas oublier, je suis scientifique. Et ça a été le plus grand bonheur de ma vie, de vouloir comprendre les choses, aller voir ce qui se passait derrière chaque chose. Ce n'est pas pour rien que je me suis mise à la Kabbale assez tôt, pour vouloir comprendre ce que je ne voyais pas. Et voir l'invisible. Comprendre ce qu'il y a dans l'infiniment petit pour relier à ce que je vois dans l'infiniment grand. Ça a été ma quête, de vouloir comprendre, analyser la matière, quelle que soit la matière. La matière visible, et rapidement j'ai vu qu'il a fallu que j'aille comprendre la matière invisible, dont je fais l'expérience tous les jours, et que voilà, la comprendre. Mais la comprendre avec la tête, en tant que physicienne, cartésienne. Mais pas que. Ben oui, c'est ça qui m'a sauvée. Donc, je suis aussi rationnelle qu'il le faut pour analyser les choses, et aussi irrationnelle dans des comportements qui sont liés avec ma partie invisible. Je me suis, sans le savoir à l'époque, laissé guider toujours par ma partie invisible. Alors à l'époque, j'appelais pas ça. Hein. J'appelais, c'est dans mes tripes là. Je sens ou je sens pas. Effectivement, notre champ, on le sent ou on le sent pas. Donc il y a des choses qui m'attiraient, ou alors non, c'était non. En fait, je mets des mots plus tard, c'est que mon champ énergétique, il respirait parce que ça sentait la vie, ou alors c'était pas du tout la vie, fermé. Mais là, je le sentais dans mes tripes à l'époque. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer au CNRS, après ma thèse de 3e cycle, dans un laboratoire. Alors, j'ai fait une thèse en chimie organique. Hein, et à l'époque, j'étais à l'école polytechnique. Et comme il fallait que je travaille pendant mes études, j'avais 3 activités en parallèle. Ma thèse de 3e cycle, j'enseignais en médecine au Saint-Père à Paris, les cours de chimie, travaux dirigés de chimie, et j'avais un poste de technicien à l'IUT d'Orsay qui me permettait, je préparais les travaux pratiques pour les étudiants, je gérais le laboratoire de chimie organique, qui me permettait d'avoir un salaire. Alors comme c'était le plus bas niveau, eh bien, j'étais autorisée à faire des études en même temps. Donc j'ai fait ma thèse 3e cycle au CNRS. Et pendant cette période-là, j'ai vraiment pris conscience que j'aimais faire de la recherche, je le savais quelque part. J'aimais enseigner, je le savais aussi, quelque part, vous savez, ce besoin de, dès que je sais quelque chose, je vais le raconter. C'est intéressant, c'est important pour l'un, c'est important pour moi, mais ça peut être intéressant pour l'autre. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu la chance de proposition d'un poste à Orléans, et alors que j'étais à Orsay, avec une vie magnifique, avec plein d'activités, et puis mon directeur de thèse, moi je ne voulais pas y aller. Et mon directeur de thèse m'a dit « Jeanne, je n'ai pas de poste pour toi ». Alors je suis allée là-bas en pleurant. Et moi j'étais bien à Paris. Et je suis allée à Orléans et j'ai rien fait de ce qu'il m'avait dit pour avoir le poste. Moi je m'en foutais si j'avais le poste ou pas. De toute façon, moi j'aimais bien ma vie à Paris. Et en arrivant à Orléans, j'ai été reçue par le laboratoire. C'était l'époque, vous savez, où quand ils invitaient quelqu'un, tout le laboratoire était là, c'était convivial, ils m'avaient emmené au restaurant, c'était super. Ça m'a plu, ça. Et oui, ça m'a plu parce que c'était convivial, on partageait. Alors moi, je suis issue d'une famille juive d'Afrique du Nord. Le partage, c'est fondamental.
Donc, alors qu'ils m'ont invité au restaurant, mon directeur de thèse, il m'a dit « Surtout, Jeanne, tu te tais, tu racontes pas des histoires, des bonnes blagues bien... et tu racontes rien du tout, tu t'habilles bien. » Je suis arrivée là-bas en un peu hippie, là, à l'époque, rombe longue, etc. J'ai fait comme j'avais envie. Je me suis dit, s'ils veulent me prendre, ils me prendront comme ça. Ben oui. Et donc, j'ai passé une journée, et à la fin de la journée, ils nous ont dit, écoutez, si vous voulez, de votre côté, nous, c'est oui. Et on vous propose de venir une semaine. À l'époque, on pouvait essayer de travailler une semaine. C'est fini, ça. Hein. C'est ce genre de choses au CNRS. On passe des concours, et même si on s'est planté, on en bave toute la vie avec les gens qui sont embauchés. Et je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Et donc, si vous voulez, j'ai fait une semaine d'essai, et au bout de la semaine, j'ai eu envie. Et c'est là que j'ai découvert le microscope électronique. Ça a été une grande découverte dans le sens où j'allais aller explorer des choses que je ne voyais pas. Alors à cette époque-là, elle travaillait dans ce labo spécialisé sur le charbon, le carbone. Le carbone, tout ce qui est carbone. C'était le laboratoire qu'on appelle mondial sur le carbone. Donc moi, j'ai étudié du carbone pendant 10 ans. J'ai broyé du noir pendant 10 ans. Alors oui, parce que vous savez, pour préparer au microscope, il faut passer de la poudre macroscopique à de la poudre nanoscopique, tout petit, tout petit. Mais c'est vrai que j'ai broyé du noir pendant 10 ans. D'autant plus que pendant cette période-là, je vivais des choses pas faciles avec les soucis de mon père qui était malade et qui allait se faire opérer du cœur. J'avais peur. J'ai eu tellement peur que j'ai eu un torticolis de 4 mois, hein, sans aucune conscience de la peur de ça. Hein. Mais bon. Et puis ma patronne qui voulait que je fasse des choses et qu'il y a des choses qui me gonflaient. Hein. Mais j'étais embauchée comme ingénieur, donc j'étais obligée de faire ce qu'elle voulait. Rapidement, je me suis dit, je ne veux plus être ingénieur, je veux passer chercheur. C'est la différence au CNRS. Quand on est ingénieur, il faut faire ce que le directeur vous demande. Alors c'est bien, mais quand on veut être libre, c'est difficile. Alors je me suis dit, je veux être chercheur. Et pour être chercheur, il fallait que je passe ma thèse d'État. Et donc, j'ai voulu passer ma thèse d'État. J'ai failli partir du laboratoire pour aller en Suisse. Et j'ai eu l'occasion, c'est arrivé, possibilité de faire ma thèse d'État au laboratoire. Donc en maintenant mon salaire, en ne changeant pas d'endroit, et faire ma thèse d'État sur un thème de recherche avec la compagnie Elf Aquitaine, sur le pétrole. Là, ça a été magnifique parce que j'allais pouvoir donner accès à mes désirs profonds, de faire de la recherche, moi je l'entends, complètement, sans être obligé de, voyez. Et en fait, j'ai fait ça. Et à cette période, j'ai vécu des choses difficiles avec les relations de la patronne, qui n'étaient pas toujours simples. Et à cette époque-là, mon père est mort. Il est mort. Et à partir de ce moment-là, ça s'est déclaré, les problèmes de la maladie auto-immune, la polyarthrite que j'ai eue à l'époque. Donc, ça a commencé avec le cou. Après, c'est passé à la main. Après, c'est passé au genou. C'est passé à la jambe. C'est passé... Ça a évolué partout. Et là, moi qui étais au microscope à observer et analyser la matière, je me suis mise à m'observer. Alors ça ne m'a pas empêché d'aller me faire soigner par les techniques classiques, hein, anti-inflammatoires à haute dose, hein, évidemment. Ensuite, de la cortisone. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop à tout ça. Je me suis dit non. C'était trop, j'ai voulu arrêter. Enfin, j'ai arrêté parce que j'ai cru être enceinte et je me suis dit, si je suis enceinte, stop. Et j'ai jamais repris. Et après, je me suis dit, si ça va mieux, je peux faire autre chose si ça revient. Et bien sûr, ça revient. Et je me suis mise à regarder les moments où j'avais des problèmes de santé et mes problèmes personnels, environnementaux, au travail, avec la famille, tout ce que vous voulez. Donc, je me suis mis, comme je fais au CNRS, observer, analyser. J'ai eu des problèmes, j'ai eu mal, mais le mal ne m'a jamais, comment vous dire, je me suis jamais sentie subir ça. Je me suis sentie, qu'est-ce que c'est? Et la chance de ma vie, c'est qu'à un moment donné, en allant, au bout de quelques années, hein, je me suis fait suivre, et j'ai découvert des techniques avec un médecin chimiste, hein, à l'époque c'était d'avant-garde, hein, en 80. Un médecin chimiste qui il faisait des prises de sang et qu'à partir de l'analyse nucléaire de la fréquence de tous nos organes, des isotopes radioactifs, eh bien, on pouvait faire toutes les analyses et dans le temps, on avait tout ça. Donc, on soignait le terrain.
C'est-à-dire qu'on remettait en fréquence tout ce qui était chuté par l'émotionnel. Alors, je suis une grande émotionnelle, ça c'est clair, puisque ce que j'ai eu comme problème, une maladie auto-immune, c'est que quelque part, il y a des choses qu'on se prive de certaines choses, une négation de soi, parce que c'est trop dur. Alors, plutôt que d'être mal, eh ben, on ne sent plus. Mais c'est là, tout ce qui rentre, ce que j'ai appris en biologie, après, tout ce qui rentre comme information, eh ben, ça va se transformer. Alors, soit on libère l'émotionnel, soit si on ne libère pas, ben, ça fait son chemin. Et oui. Donc, je me suis mise après à travailler sur les matériaux, mais avant d'aller travailler sur les matériaux, j'ai fait un stage de yoga-théâtre. Je faisais du théâtre, je faisais du yoga, j'adorais m'amuser, mais j'adorais aussi aller explorer des parts de moi-même autrement que dans la vie classique. Donc, j'ai fait du clown, j'ai découvert toutes les facettes de mon clown, très intéressant. J'allais vivre mes émotions, j'allais pousser mes émotions au maximum pour m'en libérer. C'est magnifique. Je vous conseille, si vous voulez travailler sur les émotions, le clown, c'est un beau cadeau. Théâtre, mais clown. Parce que le clown, c'est vous. Il est authentique, le clown, vous comprenez, hein? Il ne va pas faire une gueule pour faire plaisir à l'autre. Il ressent. Il ressent et il est. Et il partage. Donc, ça veut dire qu'il faut partager, il faut accueillir son émotion. Donc, j'ai fait ça pendant des années. J'ai découvert les facettes de moi-même. J'ai découvert des peurs. J'ai découvert pas mal de choses. En même temps, j'ai fait une thérapie. Et en faisant ce stage de yoga, je suis arrivée paralysée à ce stage. Et au bout de 4 jours, plus rien. Mais entre-temps, pendant les relaxations de yoga, je pleurais tellement mon corps était douloureux dans la relaxation. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passait? En fait, c'était comme une serpillière. Mon corps, c'était comme une serpillière dans laquelle on avait enlevé toute l'eau, de tension. Toutes les tensions que j'avais, on disait de moi, j'avais bon dos. On racontait des choses, oh, ouais, elle a bon dos, on peut dire ce qu'on veut. Parce que ce qui est important, c'est que, pour moi, ce qui est important, c'est la vie. Donc, profiter de la vie, partager, rigoler, me moquer de moi, mais les parts profondes de moi, je ne les ai pas regardées, bien sûr. Et pendant cette formation de yoga, pendant un stage, eh bien, j'ai mis plusieurs journées à ce que pendant les relaxations, je ne pleurais plus. La serpillière, elle se tordait, elle se détordait. Je pouvais rentrer avec ma respiration, étendre tout mon corps, remettre de la vie, en fait. C'était remettre de la vie, jusqu'au moment où il n'y avait plus aucun problème. Et à la fin de la semaine, je me suis dit, le problème de santé que j'ai, on appelle ça polyarthrite. Moi, j'ai jamais aimé les étiquettes parce que c'est pour, vous savez, c'est pour sécuriser les médecins, là. Hein, tant qu'on n'a pas décelé une maladie, ils ne sont pas contents. Et là, plus on va, plus il y a des problèmes de différentes maladies. Eh bien oui, il faut arrêter de mettre des noms, on s'en fout. L'important, c'est de s'occuper de la personne globale. C'est pas ce qu'ils font, en fait, malheureusement. Mais ça vient. Confiance, ça vient. Et alors, donc, j'ai pris conscience que, puisque j'ai emmagasiné tout ça dans mon corps, il va falloir maintenant que je réagisse autrement. Et donc, tout ce que j'ai mis en place, c'est ça que je me suis dit, tout ce que j'ai mis en place, eh ben, je peux réparer. Et en même temps, j'apprenais au CNRS, en travaillant sur le carbone, sur le pétrole. Pendant cette thèse-là, j'étudiais la formation du pétrole. Vous vous rendez compte de la formation du pétrole? C'est-à-dire que la matière organique, on va le chercher le pétrole là, mais la matière organique associée au puits de forage, la structure de la matière, elle porte en elle le fait qu'il y a un potentiel pétrolier ou pas. Ça a 250 millions à 300 millions d'années. C'est du précambrien. C'est le résultat de quoi? D'une maturation, d'un enfouissement, d'une augmentation de température et tout ça. Quand les feuilles des arbres tombent, quand les arbres meurent, hein, on vit tous des cycles, naissance, croissance, vie, vieillissement et mort. Ben, tout ce qui nous entoure dans l'univers passe par toutes ces phases de vie, mort et vie nouveau après. Et en fait, ces arbres-là vont donner du charbon et du gaz après des millions d'années d'enfouissement et de transformation, diagénèse, catagénèse, etc. Et si on regarde les spores et pollens ou on regarde les algues, eux,
certaines algues transportent dans leur membrane externe, elles fabriquent dans leur constitution des hydrocarbures. Et ces algues qu'on appelait Botryococcus browni, eh bien, elles fabriquaient des hydrocarbures et elles allaient donner du pétrole. Donc, Elf-Aquitaine était intéressé pour savoir, c'est que quand on va forer ici, est-ce que la matière organique, elle a donné son potentiel en pétrole, hein, ou pas? Et qu'en fonction de la composition chimique, la nature de la structure, et c'est là que j'en arrive important, le lien entre la structure de la matière, son origine et ses propriétés à la fin. Et en fait, ça a été la ligne directrice tout au long du CNRS, parce que j'ai fait 4 laboratoires différents, des thématiques très différentes à chaque fois, et j'ai exploré, je suis une spécialiste de l'interdisciplinarité, depuis le début. Et quel bonheur, puisqu'en fin de compte, on va voir d'autres champs, et en allant voir différents champs, on peut faire des relations et des connexions. Et donc, j'ai fait de la simulation thermique du pétrole dans un laboratoire, en simulant le temps, la température et la pression, à partir d'algues. Donc, j'ai cultivé des algues dans des laboratoires de biologie, j'ai extrait les membranes, et j'ai fait ce que la vie faisait normalement. Et je comparais avec la matière organique naturelle, qui avait une structure, et que je pouvais comparer à mes simulations. J'ai pu mettre en évidence la formation des noirs de carbone, des structures carbonées que l'on ne connaissait pas depuis des années qu'on cherchait. Donc j'ai secoué le cocotier rapidement, ça a été un vrai bonheur. Quand je faisais ma thèse d'État, c'était mon prix Nobel à moi. Je travaillais tous les jours pour mon prix Nobel, avec une joie magnifique. Et tous les jours, j'avais des résultats. Tous les jours, j'avais des résultats. C'était affolant. Je bossais pas mal, hein, mais j'avais des résultats. Et alors, après ça, donc j'ai fait du yoga et j'ai changé de laboratoire à un moment donné. Je me suis dit, les mines de charbon, ça suffit. J'ai envie de passer à la General Electric. Façon de parler. Je suis passé de la matière organique inorganisée aux minéraux, aux cristaux. Alors, un monde complètement différent. Et effectivement, dans le laboratoire, j'y connaissais rien du tout à l'époque à la supraconductivité. J'ai appris, j'ai étudié et j'ai expérimenté. Et là, le domaine de la supraconductivité est magnifique parce qu'un matériau, une céramique par exemple, devient supraconductrice. À ce moment-là, les électrons dans le matériau, ils s'accouplent ensemble et se transportent, ils sont tous en cohérence de phase. C'est-à-dire c'est comme si que tous les électrons couplés ne faisaient qu'une seule vague. Et à ce moment-là, le matériau, il émet un champ magnétique externe, expulsion de lignes de champ, et c'est comme ça qu'on peut faire des trains à sustentation. L'échantillon, il est au-dessus, et c'est magnifique. Mais ça fait beaucoup de champs magnétiques et beaucoup de champs électriques associés. Et en fait, ce qui m'a impressionné à cette époque-là, le lien avec mes problèmes de santé, hein, c'était que les électrons en supraconductivité, ils deviennent libres. Et le matériau n'émet plus de résistance. Ça a résonné dans ma tête. Il n'y a plus de résistance au passage des électrons et du courant. Vous vous rendez compte toutes les résistances qu'on met, nous? On met des résistances constamment. Au lieu de descendre la rivière, dans le courant de la vie, on remonte la rivière. Et on s'épuise. Et ce que j'apprenais avec la supraconductivité, c'est chute de la résistance. Laisse passer le courant. Et en plus, ce n'était pas le seul cadeau. Dans les matériaux supraconducteurs, quand on les fabrique, il y a des défauts de précipité. Et grâce à ces défauts de précipité, ils vont ancrer les vortex qui vont donner un champ magnétique important. Et on voit le rôle des défauts sur les propriétés. On appelle ces matériaux des matériaux intelligents. C'est toute la science des matériaux. Par exemple, les semi-conducteurs, vos téléphones, c'est des empilements de matériaux différents, hein, oxyde, métal, céramique, etc., qui laissent passer le courant. Et quand on parle de laisser passer le courant, c'est des électrons, hein, ou des barrières d'électrons ou des électrons. Ils sont corrélés ou pas corrélés, enfin, ça fait toute la science des matériaux. Mais l'idée de la science des matériaux, c'est reproduire les défauts pour avoir une propriété définie. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, je me suis dit à cette époque-là, les défauts dans les matériaux permettent d'avoir des propriétés intelligentes. Et là, je me suis dit, à cette époque-là,
quel est le défaut de structure dans mon être qui a provoqué mon problème de maladie auto-immune. J'ai eu réellement le parallèle. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma structure, dans mon fonctionnement, dans ce que j'ai vécu, qui a fait que j'ai développé une maladie. Plus tard, j'ai appris, en allant dans le vivant, que toutes les informations que l'on reçoit au niveau cellulaire, elles sont engrammées dans notre ADN, au niveau épigénétique, et elles peuvent se transmettre de mère en fils, etc. Et je ne parle pas de la génétique, l'ADN, de 1,50 m d'ADN, non, non. Le génome, c'est 3%. Quand j'ai compris que le génome, c'était que 3%, et que 97%, c'est l'information épigénétique, et qui est en lien avec quoi? Avec nos comportements. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Notre relation humaine, notre relation à nous, notre relation à l'environnement, familial, tout ce que vous voulez. Comment on va réagir en fonction de tout ça, qu'on va engrammer des comportements et qui peuvent aller à la pathologie. Et donc, c'est ça le problème. Donc, je me suis dit, j'ai engrammé des choses. Alors, je ne parlais pas comme ça à l'époque parce que je n'avais pas fait de biologie. Mais je me suis dit, nous sommes tous faits de matière, d'atomes, etc. Ce qui se passe dans nos matériaux, où on arrive à voir ce que fait l'évolution en fonction de la nature de la matière, sa croissance, ce qu'on lui fait subir pour arriver aux matériaux qu'on veut, et les propriétés qu'on mesure, moi j'avais toute la chaîne dans les matériaux. J'étudiais toute la chaîne. Comme j'étudiais toute la chaîne, moi je me suis dit, je vais étudier ma chaîne. Ben oui. Et mes chaînes. Mes chaînes. Mais oui. Et oui. Et en fait, donc j'ai eu un parallèle évident pour moi, où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai mis en place qui a provoqué ça? Donc à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai voulu regarder le comportement extérieur. Donc je suis quelqu'un de direct, d'émotionnel, de rebelle. Je rate personne. Je suis scorpion quand même. Balance ascendant scorpion. Donc je suis avec la notion importante d'avoir de l'harmonie dans tout ce que je fais, mais ne rater personne s'il y a quelque chose à dire. Et c'est exactement ce que je fais. Je veux dire, ça m'arrive. En tant que thérapeute, je vais direct droit au but par certains côtés. Et en fait, c'est bien tout ça, mais en fin de compte, en face, c'est mal vécu. Eh oui. Ah oui. Dire à quelqu'un ce que, franchement, là, il déconne, là, ça va pas. Et que je vois bien. Alors, je voyais très bien pour les autres, évidemment. On ne voit pas pour soi. Et alors, je me suis mise à étudier toutes les techniques de comportement, de décryptage. Alors, j'ai commencé par la caractérologie. On est primaire ou secondaire? Ah oui, émotif ou non émotif? J'ai vu que j'étais émotif, machin, primaire et secondaire aussi. Alors, ça a été magnifique, parce que primaire, je peux réagir au quart de tour, mais j'ai le côté secondaire qui me permet de réfléchir. Donc, avoir les deux, c'est important. On ne peut pas être que primaire, ou on ne peut pas être que secondaire. D'accord? Bon. Après, j'ai fait de la graphologie. J'ai découvert des choses incroyables en graphologie. J'ai fait aussi de la numérologie. J'ai fait de l'énéagramme. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait, la chirologie. J'ai voulu comprendre le décryptage des mains. Vous savez que nos mains, nos yeux comportent tout ce qu'on a dans le corps. Donc, je suis allée voir ce qu'on peut voir de nos mains. Donc, j'ai fait de la chirologie. Pas la chiromancie, la chirologie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de techniques pour me comprendre. En faisant tout ça, et la PNL aussi. La PNL, ça a été vraiment le truc qui m'a donné un coup, mais pas possible. La PNL, c'est voir comment on réagit. C'est intéressant. Comment je vois d'ici tous. Vous voyez une partie de moi. Ici, vous ne la voyez pas, sauf si je me retourne. Eh bien, on applique ça à l'homme ou à la femme. Et quelles sont les parties que l'on voit de l'autre et que les autres, on ne les voit pas. Si bien qu'on se forge une idée de ce qu'on voit, c'est comme dans la recherche, mais on ne voit qu'une telle partie, petite partie. Donc moi qui étais un peu direct, je parlais au démarrage que ce que je voyais. Mais ça faisait mal de l'autre côté que je ne voyais pas. Les parties que je ne voyais pas, ça faisait... Donc j'ai appris avec la PNL de voir qu'il faut décrypter l'autre, comment il parle. Quel est le langage qu'il parle. Pour comprendre à travers les mots, qu'est-ce qui se dit. Et à partir du moment où on se met à changer de montagne pour aller voir ce qui se passe, on ne peut plus critiquer l'autre. Moi, je critiquais pas mal.
Ben oui, mais bon, maintenant c'est fini. Je me dis, qu'est-ce qu'il a à vivre, cette personne? Ah, dis donc. Et chacun a des choses plus ou moins différentes, etc. Et le cadeau que j'ai eu à la fin de la formation de cette PNL, après 3 ans de formation, le cadeau, c'est que j'étais filmée, non, 2 ans. On a été filmé pour voir comment on réagissait. C'est bien d'être filmé, c'est magnifique. C'est l'horreur et en même temps, c'est bien. Et ce que j'ai vu, c'est l'horreur. L'horreur de me voir. Moi, je critiquais l'autre, une nana que je ne supportais pas. Et je m'aperçois que je faisais pareil qu'elle. L'horreur! J'ai été couché 2 jours, paralysé. Je suis tombé. Et à chaque fois que j'ai pris des prises de conscience où il fallait que je me bouge, week-end complet, paralysé. Et bon, et puis et on bouge après. Et on bouge et on se remet en vie. Et à partir de ce moment-là, non seulement j'ai voulu continuer, je voulais arrêter mes parcours, je me suis dit, il faut aller au bout, là. J'ai pas fait le travail, là. Donc j'ai fait des formations où j'ai été au bout à chaque fois, parce que je me suis dit, il faut aller au bout pour vraiment intégrer. Donc j'ai fait ça. Et tout ça, c'était pendant que j'étais en sciences des matériaux. Je travaillais sur les défauts. Mais au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi pour voir comment je me comportais, mon corps s'est tu. Je n'ai plus eu mal. Je n'avais plus de problème de santé. Sauf quand j'étais plus intègre avec moi, ou quand la vie me disait qu'il faut que tu te bouges, et que je ne voulais pas bouger. Ça a été frappant, ça. À un moment donné, j'arrive dans le laboratoire à Paris, et j'avais posé mes valises, moi. Et 2 ans après, il fallait partir. Ils fermaient le labo. Et moi, je me suis dit non, j'ai posé mes valises. J'ai résisté, hein. Et physiquement, j'ai vécu comment? Eh bien, toutes les nuits, j'avais mon bras droit, j'ai somatisé à fond la caisse constamment. Et c'est un vrai cadeau, parce que si on décrypte, ça s'en va. J'ai somatisé mon bras droit, quand je dormais, je m'allongeais, il était mort. C'est ce truc froid qui ne bouge pas, c'était l'horreur. Donc je me levais, et quand je me levais, c'était brûlant. Alors j'ai passé des nuits, aller me refroidir le bras à la salle de bain, je me rasseyais, des fois j'étais fatiguée, j'allais me coucher, c'était froid, boum, je me relevais. J'ai passé comme ça 4 nuits, 3-4 nuits. Et dans la journée, une bonne énergie, je faisais ce que j'avais à faire. Et le 4e jour, je me suis dit, ma cocotte, tu prends tes valises et tu vas te bouger le cul. Ben oui. Mon corps me disait, ok, ça c'est ce que tu voulais. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour toi? Est-ce que c'est ça qui est bon pour toi? C'est ça, c'est des appels de mon âme, ça. Hein, c'est des messages de mon âme. Et là où j'ai compris, ok, ben voilà, je me suis mise à chercher un laboratoire. Et j'ai cherché un laboratoire et tout le monde partait à tel endroit, et moi, je ne savais pas où aller. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais partir avec un groupe qui allait à l'ONERA à l'époque, avec une chercheuse du CNRS, une Allemande, un peu hard, hein, et un autre ingénieur sympa. Mais elle, il fallait qu'on soit... Elle, c'était la tête et nous, c'était les bras. Et là, moi, je me suis dit, non, je n'ai pas fait tout ce chemin pour être les bras de quelqu'un. Je veux dire, moi, je suis une tête qui doit me servir. Mais comme il n'y avait pas d'autre choix, je me suis dit, je prends le train. Je suis sur le quai, je prends ce train. Et j'ai eu une synchronicité magnifique, physique, hein, bien. Un soir, après une sortie, on se retrouve à un groupe de copains, et avant de partir du café, eh ben, je vais faire pipi. Hein, souvent, ça m'arrive, des fois rapidement, n'est-ce pas? Bon. Je vais faire pipi, et ça, c'est à l'époque où les portes sont lourdes. On mettait une pièce, vous voyez. Et il était minuit, quelque chose comme ça. J'ouvre la porte, et elle se referme sur mon doigt. Clac! Et elle coupe le doigt à l'os, et il restait plus que le bout de chair là. C'est bon, c'est bon. Cool. Et comme j'avais fait de la chirurgie, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez quoi? J'ai pas eu mal du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, j'ai rejoint les copains sans avoir fait pipi. Et ils m'ont vu, j'avais quand même le visage blanc, j'étais, voilà. Et ils m'ont emmené aux urgences à l'époque, c'était drôle. Et eux, ils avaient peur pour moi, mais moi, j'étais là à me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que mon corps me parle de façon... Hein, et donc, ils m'ont cousu, j'ai rien senti. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la peur, j'ai analysé après, quand il n'y a pas la peur, il n'y a pas le mal. J'étais dans le sens
de ce qui se passait et je n'ai rien senti. Et moi qui faisais un peu de piano, au bout d'un mois, je rejouais au piano. Et en fait, j'ai compris que quand il y a de la peur, eh bien, le mal rentre. On fait le système du cerveau, de l'amygdale, et tout ça repart. Mais si vous allez chercher le sens, ça change tout. Le lendemain matin, je me suis levée, je disais à l'ingénieur avec qui je devais partir, je ne pars plus. Il m'a dit, mais... J'ai dit non, il m'est arrivé ici, c'est le doigt du destin, vous savez. C'est pas que ça, mais bon. Hein? Eh bien, c'est le doigt du destin. Je me suis dit, je peux pas couper mon destin avec eux. C'était le message. Je peux pas couper ma destinée en allant bosser avec eux, alors que bon, voilà, c'était pas le top, quoi. Et donc, j'ai dit, je vous suis plus. Alors lui, très rationnel, physicien un peu comme ça, hein, il m'a dit, je tarbais, quoi. J'avais disjoncté. J'ai dit, moi, j'écoute les messages de mon corps. Mon corps, il a raison. Là, hein, c'est... Et alors, mon corps a raison, effectivement. Et donc, bon, je me suis excusée au niveau du directeur et j'ai attendu autre chose, une opportunité, autre chose. Et j'ai eu les informations en rêve. J'ai eu un poste, j'ai trouvé un laboratoire qui avait envie d'une microscopiste et c'était vraiment le laboratoire qui était génial pour moi, où là, je me suis réellement réalisée, où j'ai fait plein de choses. Donc là, c'était intéressant parce que en écoutant le sens de ce que mon corps vivait, j'ai mis des mots à travers le sens. Et c'est vrai qu'il faut oser agir. Hein. Hop, machin, la destinée, oh, c'est la connerie. Ben non, c'est pas la connerie. C'est pas la connerie parce que vu ce que je somatise, mon corps, c'est mon âme qui guide mon corps. Donc tout ce qui arrive dans mon corps, c'est pour que je me réveille à mon âme. Donc, moi, j'ai compris ça. Hein. Donc, je me suis mise à écouter les informations de mon âme. Et vous savez quoi? Je ne fais plus rien sans elle. Ben oui, parce que je me laisse guider. Si je me sens portée, c'est bon, c'est positif, je suis en vie, je ressens la vie, je fais. Et donc, j'ai fait ça. Et après être partie en physique des matériaux, je suis partie à Orsay, parce qu'il fallait changer de laboratoire, j'ai changé, etc. Et à Orsay, ça a été magnifique parce que je me suis éclatée. J'ai travaillé avec des gens que je respectais, parce que ça, je ne respecte pas facilement les gens s'ils ne sont pas au niveau. Pas au niveau de comment dire, d'intégrité, de qualité. Il y a des choses qui sont importantes pour moi. Hein, je suis complètement vraie. J'ai toujours été en me disant, je travaille, j'ai jamais travaillé, j'ai œuvré. Hein. À fond la caisse, parce que je sais pas faire un peu. Quand je fais quelque chose, c'est toute mon âme qui fait ça. Je me suis dit, je ne vais pas donner du caviar à des cochons. Ben non. Donc, je mettais des critères, et c'est ces critères-là que je respectais. Et voilà. Sinon, c'était non. C'est pas grave. Donc, j'ai respecté. Et à cette époque-là, à un moment donné, j'ai pris une année sabbatique à Berkeley. Alors, j'ai fait tout un chemin. Mais, entre-temps, après avoir fait du yoga, je me suis mise à voir mon champ énergétique. Alors là, c'était quelque chose. Je fermais mes yeux, j'ouvrais mes yeux, je voyais mon champ énergétique. C'était pendant pendant une méditation, pendant une pause de yoga, à un moment donné, paf, j'étais comme ça. Et je vois une grande bouche qui me regarde. En fin de compte, c'était mon guide. Hein. Oh, dis donc, je ne savais pas ce que c'était, mais bon, j'ai compris plus tard. Elle se déforme quand ça ne va pas trop bien, mais c'est bon. Et c'est la bouche, hein, c'est important, la parole. La parole. Et en fait, je ne savais pas quoi faire de tout ça. Je ne pouvais pas en discuter avec des physiciens, parce que parce que vous savez quoi? Ils travaillaient sur la supraconductivité, ils travaillaient sur l'invisible qu'on ne voit pas, dont on voit les effets, et moi aussi, je travaillais sur les propriétés. Les propriétés de la matière, c'est l'esprit de la matière. L'esprit, on ne peut aller que le sonder à travers des choses physiques. Donc, quand on veut mesurer les propriétés électriques ou magnétiques, on va aller sonder la matière, mais on ne la voit pas, en dehors des effets qu'elles ont quand on les mesure. Donc, quand j'ai fait de la biologie, quand j'ai écrit mon livre, là, de la science, la matière et la spiritualité, on parlait d'esprit de la matière. L'esprit de la matière, il est dans n'importe quelle matière. L'esprit, c'est les propriétés qu'on ne voit pas et qu'on va aller mesurer, voir, explorer, etc. Donc, effectivement, cette matière-là... donc,
je ne pouvais pas parler de ce que je voyais pas ce que je voyais à mes physiciens qui ne parlaient que... Et on travaillait sur les jonctions tunnels. C'est-à-dire qu'on était capable d'aller mesurer un saut d'électrons. C'est magnifique, hein. Alors, pour mesurer un saut d'électrons, il faut qu'il y ait un silence total. Bon, là, il y a un silence total, mais ça bouge quand même. Sans que vous sachiez, tout bouge. Eh bien, il fallait descendre à la température de moins 283 degrés pour que plus rien ne bouge au niveau des atomes. Et à ce moment-là, quand il y a un électron qui saute, eh ben, il y a un saut quantique. Un saut quantique, c'est un électron. Et puis un autre électron. Donc, on allait mesurer ça au laboratoire. Et que moi, ce que je voyais plein de sauts quantiques, mais visuellement, mais invisibles pour tout le monde. Je vois mon champ, là, ça marche par séquence. Vous savez, c'est des niveaux. Hein, c'est pas continu. Hein. C'est comme la matière et l'énergie. Tout est discontinu et quantifié. Et donc je voyais ce champ. Je n'ai rien fait pendant des années que lire beaucoup. Et j'ai fait mon année sabbatique aux États-Unis à l'époque. Et je suis partie là-bas en me disant, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie, je bosse avec les physiciens, ils sont gentils, mais j'avais ma dose. Voilà, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire. Entre parenthèses, j'avais déjà rencontré des biologistes et que quand ils parlaient du vivant, ils me donnaient envie d'aller étudier le vivant. Et moi, je me suis dit, je vais aller faire ma brique de recherche pour apporter quelque chose au vivant avec ce que je peux faire. Et aux États-Unis, je suis allée, et en allant aux États-Unis, la chance de ma vie, j'ai passé une année et demie absolument fabuleuse, et j'ai découvert juste à côté de chez moi un institut, Psychic Institute, une ancienne église en fait. Et dans ce Psychic Institute, ils faisaient des formations à la clairvoyance. Donc moi, je n'ai pas vu ça tout de suite, hein, mais lecture d'aura. Alors là, vous savez, depuis 10 ans que j'avais jamais eu de ce truc pareil, lecture d'aura. Je suis rentrée tout de suite et j'ai pris un rendez-vous. Et j'ai eu un rendez-vous de 3 heures. En 3 heures, 5 personnes, bien alignées toutes ensemble, me parlaient de ma vie. J'étais impressionnée. Des choses qu'on ne voit pas, bien sûr, qu'en dehors de mon champ, voilà. Et là, quand je suis sortie de ça, je me suis dit, comment ça marche? Alors ça, c'est la scientifique. Comment ça marche? Si je veux savoir comment ça marche, il faut que je fasse la formation à la clairvoyance. Donc, j'ai fait la formation à la clairvoyance. Pendant 6 mois, une formation, alors qui commence par la méditation, hein, parce que, le premier mois, ça m'a fait un peu suer, hein, je me suis dit, hein. Et la petite histoire quand même, hein. Pour le premier module que j'ai fait, je posais plein de questions et il me répondait, t'auras la réponse par toi-même. Qu'est-ce qu'il me gonflait! Alors, à la fin du premier module, je me suis dit, j'arrête. Ça me gonfle. Et j'ai continué, voilà. Et puis, j'ai eu 6 mois de prolongation que l'armée m'autorisait de faire parce que j'avais un soutien financier. Et là, je me suis dit, ma cocotte, tu recommences tout, tu fermes ta gueule et tu expérimentes. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que le mental, quand il y va, machin, ça va... Et ce que j'ai appris, c'est que quand on fait taire le mental, eh ben, on peut sentir. Oui. Donc, j'ai fait la formation, 1 mois rebelote, méditation 1, méditation 2, alors là, on y va. Mais là, je faisais des méditations, et là, j'ai découvert doucement ma maison intérieure. Hein, ça a été un cadeau magnifique. Et ensuite, après, c'était healing, hein, les soins. On allait faire des soins dans cette ancienne église qui était pour tout ça. Et on faisait des soins, dès qu'on apprenait, on faisait des soins qui venaient pour recevoir un soin. Donc, pendant 2 mois, quelque chose comme ça, 2 mois, oui, 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Tous les soirs, j'allais faire des soins à des gens que je ne connais pas. J'avais la technique, on avait appris, et puis après, on y allait. À l'époque, je travaillais au laboratoire à Berkeley, je travaillais la journée, je descendais à 7 heures, j'allais méditer une demi-heure, j'allais faire des soins, et je remontais au laboratoire jusqu'à 1 heure du matin. J'avais une énergie d'enfer. Enfin, pas d'enfer, magnifique. C'est beaucoup mieux. Important les mots quand même, on en parlait ce matin là. Une énergie magnifique, une puissance de travail, une belle puissance de travail. Et puis le soir, je chantais dans les bars. Alors, je ne sais pas vous dire, mais bon. Et donc, c'était drôle. Donc, en tous les cas, j'allais faire des soins à des gens que je ne connaissais pas, mais avant, il fallait bien s'aligner, être dans sa maison intérieure. Et là, on contactait quelqu'un et on allait voir ce qui se passait. Et on libérait. C'est ce que je fais dans les petits ateliers d'une journée, des fois, pour montrer comment on fait. Ça vaut le coup, hein, c'est génial. Et en fait, je suis rentrée en contact avec l'énergie. Sentir l'énergie, sentir la colère,
la peur, j'ai senti des choses pas possibles. Et que ceci, la personne qui arrive avec tout son bagage, on ne sait pas ce qu'elle arrive, et on dégage. On est prêt à dégager, machin, on passe par le corps, on passe par le chant, tout le chant. Un petit peu là, ce qu'on a fait là. Bon, on dégage un peu les choses qui ne sont pas à nous là. Hop, on dégage. Hein, c'est un petit geste intéressant, tout simple. Hein. Si vous sentez comme ça, vous soufflez, c'est marre. Il faut penser que ça, vous libérez. Et en fait, j'étais en contact avec différentes énergies, et donc, ça m'a aiguisé mes sens, évidemment. Et à la suite de ça, je me suis dit, en rentrant en France, je vais faire une formation en médecine énergétique pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne l'énergie. Parce que bon, j'avais fait pas mal de choses, hein, sans compter le magnétisme que je faisais aussi, que j'avais démarré le magnétisme. Quand quelqu'un n'était pas bien, je lui posais mes mains. Et puis, bon, ça allait mieux après. Donc, mais mes mains me brûlaient. Je ne savais pas pourquoi, elles me brûlaient à un moment donné. À partir du moment où j'ai posé les mains quand quelqu'un n'était pas bien, terminé. Et donc, mon corps passe à travers ma perception, et donc j'ai suivi les informations de mon corps. Quand j'ai compris, c'était magnifique. Et à la suite de ça, donc j'ai fait toute la formation en médecine énergétique chinoise. Après, j'ai fait la musicothérapie énergétique, où j'ai appris l'effet des sons. Hein. Alors, notre vibration, c'est un son. Hein. Tout est fréquence. Hein. Donc, on n'est que fréquence. C'est pour ça que c'est important de se réaligner par rapport à sa propre fréquence, vraiment rentrer dans son champ. Notre intention suffit. Hein. On est là, on sent nos racines du ciel et de la terre, ça suffit, hein, et on s'aligne. Et là, tout le calme apparaît, et on peut être en contact avec sa maison intérieure. Alors, s'il y a du mental, le problème, c'est le mental. Eh bien, il faut regarder ce qui se passe. Alors, moi, j'ai appris à observer, parce qu'en microscope, je ne pense pas au microscope, puisqu'il ne faut pas que je dise ce que je veux voir. Je photographie ce que je vois. Et je passe des heures après pour analyser ce que j'ai vu. Donc, ça veut dire que je ne veux pas photographier que ce que je veux. Parce qu'on peut attirer, je veux voir ça. Non. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut aller voir. Donc, moi, je photographiais sans avoir d'a priori. Après, quand j'ai analysé, je peux retourner voir quelque chose de particulier. Vous voyez ? Donc, dans la vie, c'est la même chose. Moi, je me suis habituée à observer. Donc, quand j'observe, le mental... Et en fait, sans le savoir, je faisais de la pleine conscience. Sans le savoir. Hein. C'est comme M. Jourdain qui fait de la prose et il ne sait pas. Eh bien, moi, c'est pareil pour la méditation. Parce qu'au microscope, c'est la vraie méditation. Je peux être 8 heures sur un microscope, je n'ai pas besoin de manger, je n'ai pas besoin de machin, je suis avec l'objet. Je suis l'objet d'observation. J'adore, moi, ça. Quand on vient me déranger parce qu'elle a le téléphone, c'est l'horreur, hein, où je ne réponds pas. On est bien là-dedans, on est tout tranquille, tout seul. Et donc c'est un cadeau pour chacun de vous. Si vous avez des soucis par-ci, par-là, observez ce que vous avez. Pas analyser, observez. À partir du moment où on observe, on met à l'extérieur de soi. Et ça change la vie. À la suite de ça, donc voilà, tout ça, énergétique. Donc, j'étais au CNRS et je suis passée en biologie à mon retour des États-Unis. Je me suis dit, je change quelque chose, je vais dans le vivant. Je ne savais pas ce qu'il allait m'attendre parce que passer de la physique, de la matière solide, bien définie, où on peut prévoir toutes les propriétés, au vivant, où on ne peut rien prévoir du tout, grand monde. Hein. Même si les supraconducteurs étaient complexes, c'est gentil, quoi. C'est gentil, à côté du vivant. Hein, j'ai travaillé dans la complexité, hein, mais quand j'ai découvert le vivant, il faut un peu d'humilité, quoi, par rapport à tout ça. Donc le vivant, et ça a été magnifique, j'ai travaillé sur l'ADN, l'interaction avec l'ADN-protéine, pour voir comment les configurations en fonction des interactions, c'est passionnant tout ça. Toutes ces interactions qui font qu'il y a une régulation de la réparation, de la recombinaison, tous les systèmes de protection. Et alors quand je suis arrivée en biologie, ce qui m'a frappé le plus, j'ai suivi 2 années à l'université où j'ai refait la même chose pendant 2 ans. Il y avait, comment on appelle, un vocabulaire. C'était la science-fiction pour moi, physicienne, d'entendre comment ça se passait dans les cellules, à l'intérieur de nos cellules, entre les molécules. Mais c'était la science-fiction. J'ai dû entendre tout ça pendant 2 ans pour m'imprégner. Donc, je passais d'un ordre défini où on peut tout prévoir à un ordre rien du tout où on ne peut rien prévoir. Mais par contre, ce qu'on peut prévoir, c'est que la vie, elle continue. D'accord ? On ne peut rien prévoir parce que la vie, elle va s'adapter à chaque instant.
Alors c'est bouleversant parce que ça a foutu en l'air mes croyances. Mais en fait, quand les croyances, ça reste que des croyances. J'ai appris des choses dans un domaine, mais on change de matériaux. Même si je les regarde au microscope, c'est plus la même chose. Si on veut voir une cellule au microscope, il ne suffit pas de prendre un matériau, le polir jusqu'à la transparence des électrons, parce que dans le microscope, c'est des électrons qui passent, et qu'il faut que ce soit transparent, la matière soit transparente pour laisser passer les électrons, et qu'on voit une image projetée dans un plan. Et dans le vivant, faut couper une cellule, et puis il va voir. Mais le problème dans les cellules, il y a plein d'eau. On est rempli d'eau. On ne met pas de l'eau dans un microscope électronique où il y a le vide de 10-12. 10-12, ouais, ok. Bon. Un grand vide. Grand vide. On peut avoir un grand vide ici aussi, mais là, c'est dans le microscope. Et ce grand vide, on ne peut pas mettre d'eau. Donc, ça veut dire que quand on veut voir des cellules, il faut arrêter la vie, d'abord. Quand on met un produit chimique dedans, comme le formol, par exemple, ça arrête. C'est-à-dire que ça fabrique des structures rigides entre toutes les protéines. Et ça fait un composite, tout de suite. Après, qu'est-ce qu'on fait? On remplace l'eau par de l'alcool. Ah ben oui, si on veut les voir. Et après l'alcool, on le remplace par de la résine. Et quand on a de la résine dans les cellules, on a 1 million à 15 millions de cellules qu'on va regarder, hein, et on va faire un polymère. Il va durcir, et après ce polymère, on va le couper en tranches très fines d'1 milliardième de mètre. Oui, il est tout petit, hein, très très mince. Très petit. Hein. Et on les coupe en tranches fines, plus fines que le jambon, d'accord? Et on va les voir au microscope. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Les cellules, c'est des choses comme ça, ou allongées, peu importe. Quand on coupe, c'est comme une orange. Vous coupez une orange, vous allez voir des tranches. Si vous la coupez dans le sens où c'est l'axe vertical, où ça pend par la queue, là-haut, eh bien, vous coupez dans un sens. Ou dans l'autre, c'est comme la pomme. Hein. Vous n'avez pas la même chose. Donc, pour regarder les cellules, il faut faire des millions de coupes pour aller voir la structure intérieure de chacune des coupes de cellules. Et à partir de là, faire de la statistique, de voir les structures internes. C'est un boulot pas possible, je peux vous dire. Hein. Donc j'ai appris à faire des choses comme ça. Hein. Et ce que j'ai appris des cellules, c'est les lois du vivant. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école. Les lois du vivant, c'est que tout ce qui existe sur Terre, en toutes les espèces, végétales, animales, dont nous faisons partie, pour continuer à vivre, la vie, elle passe tout le temps. C'est la chose fondamentale. Imaginez un parterre de cailloux, de pavés. Il y a un espace où une fleur peut sortir, elle va sortir. Ça, c'est la force de vie. Cette force de vie, elle passe partout. Elle existe à tous les niveaux. Nous, on l'a dans le cœur, force de vie. Et en fait, quand on voit ça, eh bien, les espèces, au fur et à mesure de l'évolution, elles se sont adaptées. Elles se sont adaptées pour survivre, pour continuer à garder la vie. Donc les espèces vivantes, les cellules, les différents types de cellules, ont développé des mécanismes de survie pour garder la vie. Et à côté de ça, elles se sont constamment adaptées à l'environnement pour maintenir la vie. Vous savez que des colonies de bactéries, si elles sont dans un environnement nocif, eh ben, elles vont arrêter de croître, par exemple. C'est pas le moment. Dehors, c'est pas bon les bonnes conditions. Elles se mettent ensemble et on fait rien. Si les conditions redeviennent positives, paf, elles se multiplient. Et nous, nos cellules, elles savent faire ça. Si les cellules, qu'on appelle, peuvent respecter la vie en fonction de l'environnement, eh ben, elle va continuer à vivre. Une cellule ne réfléchit pas. Son leitmotiv, entre parenthèses, c'est la vie. Et si elle ne peut pas vivre, elle va mourir. Et mourir, ça va permettre que tous les autres vivent. C'est comme ça que la deuxième loi de la vie, c'est la communication. Les cellules communiquent entre elles. Si elle reçoit une information de l'extérieur, ça traverse la membrane externe, le cytoplasme, ça traverse la membrane nucléaire, ça va au niveau de l'ADN, ça va informer l'ADN, une réponse sort de la membrane nucléaire, elle traverse le cytoplasme et à l'extérieur, elle va donner une information. Donc, une info et réponse.
Donc ça peut se faire des cascades de réactions physiologiques. Si la cellule, elle est saine, eh ben, elle va répondre. Tu me dis quelque chose, oui, je t'écoute, ouais, c'est bon. Oh, l'information elle est bonne, allez, je la passe à l'autre. Ben oui. Si une cellule est saine, elle va écouter, transmettre. Si une cellule est pathologique, elle peut se couper de l'information. C'est-à-dire que, hop, l'autre lui dit, tu viens, non, je suis là, non. Ok. Et là, non. Elle se sépare de la communication avec l'extérieur. Soit elle se coupe de la communication, soit elle ne la fait pas ressortir, la communication. Le résultat, c'est quoi? C'est plus la vie. Donc ça s'appelle la mort. Mais une cellule saine qui ne peut pas répondre à la vie, elle part en mort cellulaire pour que l'ensemble du système continue la vie. Ou alors, elle se transforme en cellule cancéreuse qui, elle, répond à la mort. C'est fort, hein? C'est très fort. Donc, les cellules communiquent pour continuer à vivre. Il y a le parallèle à notre niveau. On est fait de milliards de cellules et que quand on parle, nos cellules entendent ce qu'on dit. C'est pour ça que les bonnes paroles et les bons mots pour soi, pour les autres, c'est bon. Les critiques constamment, etc., ça ne peut pas faire du bien, ça. Ça ne peut pas faire du bien, les critiques tout le temps. Il faut prendre conscience que quand on se critique tout le temps, eh ben, c'est pas bon. Vous ne dites pas merci à vos cellules d'œuvrer. Vous savez que vos cellules, elles œuvrent dans l'harmonie tout ensemble pour répondre à la vie, sans que vous y pensiez à 99% du temps. Et vous vous en foutez. Ben non. Mais oui. Donc quand l'harmonie elle disparaît, elles ne peuvent plus être en bonne analyse, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir des blocages, la respiration n'existe plus, et à un moment donné, si la respiration n'existe plus, la fréquence de l'organe ou d'un organe ou de l'ensemble chute. Les cellules qui sont toutes en cohérence, toutes ensemble, on a notre chef qui est au-dessus, là, notre esprit, dirigé par notre âme. Notre esprit est dirigé par notre âme, d'accord? Et on est là, nous. Donc, si on répond à la vie nous répond. Dans la Bible, il dit, Dieu a donné la vie et Dieu a donné le libre arbitre à l'homme pour pouvoir qu'il choisisse ce qui est bon pour lui. Tu choisis la vie et tu vivras. Mais ce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est on choisit plutôt la mort. Et on paye pour ce qu'on choisit. Donc, à chaque instant, c'est important de se poser la question, est-ce que je choisis la vie? Est-ce que je choisis la vie pour moi déjà, en répondant à mon âme, à mon corps, ou je réponds à les obligations de l'un, les obligations de l'autre, tout ce que vous voulez, le chef, tout ce que vous voulez. Et que moi, je m'oublie. Quand on s'oublie, négation de soi, c'est une maladie auto-immune qui peut se déclencher. C'est pas obligatoire, ça peut être autre chose. Ça veut dire qu'il y a une négation de soi. Donc, nos cellules, elles communiquent toujours. Donc, avant de parler, c'est important de faire une référence à notre communication intérieure. Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce que nos cellules, elles sont bien en train de respirer, là? Ou alors, on est comme ça. Et le corps vous donne l'information. Si vous écoutez le corps, il vous donne l'information. Et moi, ce que j'ai toujours fait, c'est d'écouter mon corps. J'ai vu que quand je ne voulais pas faire quelque chose, c'était magnifique. Quand je ne voulais pas faire quelque chose, il mettait en place ce que je ne voulais pas, pour que je ne le fasse pas. À savoir, des fois, aller à une randonnée pour faire plaisir à des copines, viens en randonnée, machin, j'ai souvenir. Et moi, je n'avais pas envie d'y aller, machin. Bon, c'est pas grave. Mon âme me dit, t'inquiète pas, t'as pas envie d'y aller, c'est pas grave. Le jour de la randonnée, un genou comme ça. Et alors là, je peux vous dire que c'était magnifique. Et en fait, j'ai vu que ma somatisation était à mon service. Pour me dire les choses que je n'osais pas dire. Ah oui, les copines, on va pas leur faire machin, on va faire la gueule, tout ça. Depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne vais pas attendre de somatiser pour donner mon information. Alors je me suis mise à dire à des amis qui me disent, ah, tu viens, machin, etc. Ben non, je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Oh, tu es la célibataire, c'est comme ça. Alors, effectivement, ça ne plaît pas toujours. Mais c'est pas grave de ne pas plaire. Moi, le cadeau que j'ai, c'est que je m'en fous si je ne plais pas.
C'est un cadeau. Ça fait plaisir, c'est magnifique, je suis contente, je suis heureuse. Ça fait pas plaisir, tant pis. Ou alors, si ça ne fait pas plaisir et que je dis quelque chose et que je ne fais pas, je suis mal. Et là, je suis mal et je vais ruminer. Mais maintenant, je ne peux pas ruminer longtemps. Il va falloir que je mette des mots pour dire non. Ça, non, il faut qu'on me parle. J'ai ruminé pendant des années, je me taisais parce que je ne voulais pas me voir en face pour me dire ça, j'ai pas envie. Mon cœur me disait c'est pas ça. Et je répondais à l'autre, évidemment. J'ai répondu à l'autre. Et en fait, commencer à se dire oui à la vie pour soi, on commence à dire non à l'autre. Et les 2 premiers noms que j'ai faits quand j'étais malade, hein, le médecin qui m'avait suivi à l'époque, il m'avait dit ce que vous faites, c'est de l'autodestruction. Alors là, ça fait un tilt dans ma tête. De l'autodestruction. Et là, je me suis dit stop. Et j'ai pensé à une seule chose. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors à partir de c'est Lavoisier, un chimiste, il pensait bien ce mec, hein. C'est clair. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc tout ce qu'on perçoit, et je l'ai vu avec le vivant, tout ce qu'on perçoit est engrammé dans notre ADN, dans notre corps. Et moi qui disais j'avais le bon dos, je ne dis plus ça maintenant. Parce que je ne veux pas avoir le bon dos. Je veux dire oui, j'ai envie, ou non, je ne sens pas. Pas pour l'instant. Plus tard. Donc ça veut dire qu'on peut répondre à l'autre non, parce que ce qu'on sent, c'est par rapport à soi. Et ça devient plus simple. Ça devient tellement plus simple. Donc les lois de la vie m'ont appris ça. Donc il y a eu la communication cellulaire. Et le système immunitaire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le système immunitaire, il tient compte de votre humanité profonde. Tout ce qu'il met en place pour identifier ce qui est soi de non-soi. Vous vous rendez compte? Quand il y a un bug là-dedans, c'est qu'il n'y a pas la reconnaissance de soi. Et vous savez que les lymphocytes de notre système immunitaire, ils apprennent, et c'est une éducation à reconnaître le soi. On ne sait pas tout, même nos cellules ne savent pas tout, mais elles apprennent. Et vous savez comment elles apprennent, nos cellules? Eh bien, tant qu'une cellule du lymphocyte n'est pas mature pour reconnaître le soi du non-soi, elle part en mort cellulaire. Ben oui. On a besoin d'agents intérieurs, forts, pour nous protéger. Protéger notre humanité. Ça, c'est quand même extraordinaire dans le système immunitaire. Donc, quand on est fort à l'intérieur, quand on est en confiance, en alignement avec soi, on n'a pas à avoir peur de rien. Par contre, s'il y a une brèche, on a bien vu ces dernières années, là, hein, où on n'a jamais parlé du système immunitaire, alors que c'est la première des choses qu'il faut faire. Dès qu'il y a de l'émotionnel, le système immunitaire, il chute. Et oui. Les émotions font que la peur, par exemple, elles font chuter le système immunitaire. Mais si là, vous vous dites, j'aborde les peurs, je les regarde, et j'accueille la vie, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce qui se passe? Ça change tout. Vous ne vous laissez pas piloter par le bout du nez, par vos peurs. Et c'est le grand cadeau que j'ai appris là-bas, à ce moment-là. Hein? Donc j'ai appris que pendant des années, mon système immunitaire, ben, eh bien, négation de soi, négation de soi, quoi. Jusqu'au jour, à un moment donné, ça suffit. Donc, tout faire pour les autres. Alors, moi, j'aime bien, j'ai une famille où c'est pas l'asthma, mais deux frères, une sœur, la famille, les grands-mères. On a toujours été habitués à s'entraider les uns les autres, ce qui est important. Mais il ne faut pas s'oublier nous-mêmes. Ça, c'est important. Pour pouvoir aider les autres, il faut savoir s'aider soi-même. Pour être bien avec soi et avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi. Sinon, on va faire payer aux autres ce que nous, on n'arrive pas. Quand la nana que je ne supportais pas en PNL, là, mais elle me renvoyait des trucs que je ne supportais pas aussi à moi. Eh oui, mais que je n'osais pas mettre des mots. Mais elle me montrait. Donc ça veut dire que l'autre, à chaque fois, il nous montre une part de nous-mêmes que l'on a et dont on n'a pas conscience. Donc, quelles que soient les réactions avec les uns les autres, c'est un cadeau de voir ce que ça vous fait réagir pour prendre l'information pour vous et transformer cette information en un enseignement pour vous. Moi, c'est ce que j'ai appliqué. Qu'est-ce que je peux comprendre de toute situation? Et alors là, effectivement, la paix s'installe.
Donc la santé, elle est là. Sauf que quand il y a des peurs, etc., paf, resomatisation. Et quand je ne suis pas intègre avec moi, j'accepte des choses qui ne sont pas acceptables pour faire plaisir aux autres. Où je ne me sens pas bien. Paralysé. Donc au bout de 2 jours, j'ai compris et je rectifie le tir. Donc l'importance de rectifier le tir. Donc ça veut dire s'arrêter et observer. Alors des fois, on peut ne pas avoir à être paralysé pendant 2 jours. Mais il y a des informations qui fait que vous allez devoir réagir. Réagir, mais pas réagir avec l'autre. C'est intérieurement. À partir de maintenant, je pose mes limites et ma demande. Voilà ce qui est juste pour moi. Ce qui n'est pas juste pour moi, je ne le fais pas. Alors effectivement, ça veut dire il y a des choses qu'on ne va pas faire. Ben, c'est pas grave. Et moi, je me dis, si c'est juste, c'est bien, je fais. Si ça ne l'est pas, je ne fais pas. Et en fait, il y a des choses, ça veut dire qu'on lâche prise. Ah, je veux maîtriser, parce que moi, j'ai toujours voulu maîtriser. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ah oui. Mais à un moment donné, il faut lâcher. Et c'est délicieux de lâcher et de se laisser porter par les informations de notre champ, de notre âme, qui nous guident. Parce que moi, quand j'analyse ce que j'ai vécu énormément de synchronicité qui me donnaient l'information. Et que j'avais pas à avoir peur. Un jour, l'ingénieur qui travaillait pour moi à Orsay, il partait à la retraite. Et j'avais personne parce qu'il n'y avait pas de poste. Et un jour, à ce moment-là, j'étais inquiète. Comment je vais faire? Patati, patata. Bon. Et qu'est-ce qui m'arrive en synchronicité? Je perds ma carte d'identité, je la retrouve. Je perds mes clés, je la retrouve. Toujours plusieurs éléments. Hein. 3e élément, c'était la veille d'un stage que j'organise 1 fois par an au labo. Et je laissais mon cartable au labo. Parce que bon, et la veille, 2 jours avant, je me suis dit, je vais travailler ce week-end, voir ce que je peux changer. Je prends mon cartable et je rentre en métro, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié mon cartable dans le métro. Et là, ça a été, quand je m'en suis aperçu, c'était trop tard. Et là, j'ai déclaré, j'ai laissé un cartable, machin, tout ça. Avec tous mes transparents. À l'époque, c'était les transparents qu'on faisait à la main. C'était pas l'ordinateur. Hein. Tout un temps, je ne vous dis pas que... Donc, je suis allée ce soir-là, je suis allée manger chez ma mère. Et je suis rentrée presque en pleurs. Je me suis dit, bon, ben, je vais recommencer tout ça ce week-end. Et je rentre chez moi, un coup de téléphone. Et il y a une dame qui a pris, comme elle a vu que c'était à Robinson, elle a pris, vous voyez, comme quoi on est guidé, hein, il n'y a pas à avoir peur. Les peurs, c'est... Elle a pris mon cartable et elle a regardé ce qu'il y avait dedans. Il y avait une carte de visite. Elle s'est dit, elle doit habiter autour de Robinson, puisque j'étais à Robinson. Elle a laissé un message et elle m'a laissé... Et alors là, j'en pleurais de bonheur. Je me suis dit, voilà. Et alors, je suis allée le chercher à minuit chez elle, à 11h30, je ne sais plus quelle heure. J'ai remercié mon Dieu de tout ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais avoir un autre ingénieur au laboratoire. Et c'est vrai, j'ai eu un ingénieur. Tout le monde me dit, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste. J'étais tranquille, j'avais l'information de là-haut. C'est en avant-première, hein, là-haut, l'information de là-haut. Mais oui, sérieusement, c'est une information... Combien de temps? Fini, bon. Ok. Donc, les informations de là-haut, c'est de l'avant-première. Donc, je savais que j'aurais un poste et que j'étais tranquille. J'avais l'information. Donc, voilà. Donc, j'ai raconté des choses dans ce livre, par exemple. J'ai raconté toute mon histoire, toute ma somatisation, qui a été un peu hard, mais j'ai montré comment je suis sortie de cette somatisation, quels sont les outils que j'ai utilisés, et pour arriver à la conscience de l'être, à la fin. Voilà. Et eh bien, je vais vous remercier. Je n'ai pas dit tout ce que j'aurais pu dire, mais... Merci. Merci.